Marie-Jo, soyez gentille, donnez-moi un petit peu de camembert. Excusez-moi. Un petit peu de chèvre aussi, s'il vous plaît. Voilà. Merci. Vous avez pas amené le beurre? Je vais vous le foutre sur la gueule, le beurre. Le cinéma est un art visuel. Vous connaissez peut-être le dicton « show don't tell », littéralement ne dites pas, montrez. Ce qu'il signifie, c'est que le cinéma dit plus de choses avec des images qu'avec des mots. On préférera montrer qu'un personnage est seul, plutôt que de lui faire dire par exemple. Et d'ailleurs, un simple regard ou un échange de gestes peut déjà en dire beaucoup. On pourrait donc considérer que les dialogues ne sont que complémentaires, voire superflus. Et pourtant ils sont omniprésents dans les films. Même les plus grands auteurs au temps du muet ont eu recours à quelques mots pour raconter leurs histoires. C'est d'ailleurs la partie la plus visible du travail d'un scénariste. On peut donc se demander qu'est-ce qui fait qu'un dialogue est bien construit, utile à l'histoire, mais aussi porteur de sens. À partir de cette question, c'est une scène du film Diplomatie de Volker Schlöndorff qui va nous intéresser. Le scénario est adapté de la pièce de théâtre éponyme de Cyril Gelly, qui a réalisé l'adaptation en collaboration avec le réalisateur. Le film se passe majoritairement en huis clos, et évidemment les dialogues jouent un rôle très important, car ils doivent expliquer ce qui se passe et ne peut donc pas être montré. La scène qui nous intéresse est la première confrontation sérieuse entre les deux protagonistes, le général allemand Koltitz, gouverneur de Paris pendant l'occupation en 1944, et le consul suédois Nordling. À ce moment de la guerre, les Allemands savent qu'ils vont perdre Paris face aux Alliés. Le général a reçu l'ordre de détruire la ville avant de la quitter, et le consul essaye donc de l'en dissuader. Monsieur le gouverneur, 2 divisions blindées font route en ce moment même vers Paris. 2 divisions alliées, vous le savez, et je le sais, inutile de vous voiler la face. 2 divisions, c'est-à-dire 30 ou 40 000 soldats contre lesquels vous ne pouvez rien, vont entrer dans cette ville d'un instant à l'autre pour prêter main forte à la population. Que ferez-vous alors ? Rien qu'avec cette réplique, on a déjà plusieurs éléments importants. C'est du dialogue informatif, puisque le consul énonce un certain nombre d'informations qui nous permettent de visualiser les forces en présence. 2 divisions blindées, soit 30 ou 40 000 soldats. D'ailleurs, il répète 3 fois 2 divisions, ce qui marque l'importance de cette information et lui donne de l'ampleur. Ces chiffres sont en faveur de l'argumentation de Nordling, et ça lui donne donc une certaine force de persuasion. De plus, il s'adresse au général par son titre de gouverneur, parce qu'il tente de lui rappeler sa responsabilité vis-à-vis du peuple de Paris. Et enfin, Koltitz est enfermé par le cadre, qui ne lui laisse aucune issue. Même le consul, placé derrière lui coupe la route. Vous croyez que l'ennemi est seul à rouler vers Paris ? Rassurez-vous, monsieur Nordling, nos renforts sont en chemin. Il y a 4 divisions de Panzer SS. Ils sont partis du Danemark il y a 6 jours. Vous ne parlez pas, j'espère, de ces 4 divisions bloquées depuis hier au nord de Soissons? Non, bien sûr, vous en attendez d'autres. Tout cet enchaînement de questions rhétoriques maintient la tension entre les deux personnages, puisqu'il est assez rapide, ce qui rend le silence de Koltitz d'autant plus marquant. Une réplique de plus aurait été totalement superflue. Le réalisateur choisit d'ailleurs des valeurs de plan plus serrées qui favorisent le jeu des acteurs. Bon, mon temps presse, monsieur Nordling. Vous me dites ce que vous voulez ? Comme vous voudrez. Mon ambassade a été contactée cette nuit par le général français qui commande les 2 divisions qui avancent vers vous. Il m'a chargé, enfin, plutôt demandé, de vous remettre cette lettre. La scène illustre bien le concept de dialogue narratif, un type de dialogue qui permet simplement de faire avancer l'histoire en indiquant ce que font les personnages. Ce n'est pas si simple à utiliser puisque ça ne doit pas être trop lourd. Et ici ce n'est pas le cas puisque Nordling se doit d'aller droit au but. Cela permet d'ailleurs de maintenir une certaine tension. Il fait des phrases simples et claires pour ne pas brusquer son interlocuteur. Pour ne pas indiquer qu'il a été commandité par les Alliés, il se reprend sur le mot chargé, en le transformant en demandé, ce qui retire la notion d'obligation et plus précisément d'ordre dans sa phrase. On va y revenir, mais l'ordre est justement l'un des thèmes du film. Une lettre d'un général français ? Oui. C'est intéressant. Vous connaissez donc ce général ? J'en ai entendu parler, comme tout le monde. Ah bon, vous l'avez jamais rencontré ? Pas encore. Alors pourquoi a-t-on choisi votre ambassade ? Je ne sais pas, on a dû dire, j'imagine, que nous nous sommes rencontrés à plusieurs reprises ces derniers jours, que j'ai servi d'intermédiaire pour les prisonniers politiques et que nous entretenons de bons rapports, vous et moi. Des bons rapports ? Vous ne l'avez peut-être pas remarqué, mais chaque réplique de Koltitz est une question, ce qui pousse de plus en plus Nordling sur la défensive. De plus, le jeu de Nils Arestup est assez subtil, pour que son changement d'attitude, qui passe de agacé à sarcastique, ne soit pas trop appuyé. C'est à partir de ce plan-là que ça arrive,
Et l'élément qui renforce le tout, c'est l'utilisation de la cigarette. Le général l'avait depuis le début de la scène, mais le fait qu'on la voit apparaître à ce moment précis renforce son attitude sarcastique, puisqu'il crée un écran de fumée entre lui et Nordling. Ainsi, ils sont visuellement séparés au moment où on apprend que Nordling est, d'une certaine manière, dans le camp des Alliés, alors que jusqu'ici, il semblait agir pour son propre compte. Des bons rapports? Oui. C'est le cas, n'est-ce pas? Maintenant, il a peut-être estimé tout simplement qu'en représentant un pays neutre, cela faciliterait ma tâche. Alors c'est pour ça que vous êtes là, c'est pour me remettre cette lettre. Oui. Après un long champ contre champ, on a le droit à un plan large qui nous montre les deux protagonistes face à face. Et on remarque que le rideau, à droite de l'image, dissimule en partie Nordling. Ce que ça nous dit, c'est que même s'il semblait honnête jusqu'ici, puisqu'il répondait aux questions sans être évasif, il cache néanmoins quelque chose au général. Et cela souligne le fait que ce dernier n'est pas du tout convaincu par les arguments du consul, ce qui est accentué par la réplique. Alors c'est pour ça que vous êtes là, c'est pour me remettre cette lettre. Parce qu'elle aurait pu être prononcée bien plus tôt dans la scène. De vous remettre cette lettre. Alors c'est pour ça que vous êtes là, c'est pour me remettre cette lettre. Oui. Si la scène avait été montée ainsi, on n'aurait d'abord rien su de plus sur la lettre, mais qui plus est, toute la tension créée par l'interrogatoire que mène Coltitz aurait été absent. Pour qui travaillez-vous, monsieur Nordling? Je vous demande pardon. Pour qui travaillez-vous? Enfin, un général que vous connaissez à peine vous réveille en pleine nuit et vous accourez. Ici, on passe clairement à une autre phase du dialogue, ce qui est explicité par le léger mouvement de caméra qui vient filmer Coltitz sous un angle nouveau. On sent qu'il va devenir beaucoup plus intransigeant. D'ailleurs, il s'assoit, il prend le contrôle du dialogue, de par une position à la fois statique et stable. C'est d'ailleurs pour ça que la caméra descend avec lui, plutôt que de simplement le regarder s'asseoir. Enfin, un général que vous connaissez à peine vous réveille en pleine nuit et vous accourez. Si je peux contribuer à apaiser les choses... Ah, bah oui, c'est évident. Eh bien, donnez-moi cette lettre. J'ai pas pour habitude d'échanger du courrier avec un général ennemi avant la fin des combats. Vous pouvez reprendre ça. Même si ces deux répliques ne laissent pas entendre un fort mécontentement de la part du personnage, c'est son geste qui nous indique son véritable état d'esprit. L'action nous marque beaucoup plus car elle se révèle plus agressive, là où la réplique est assez vague. D'ailleurs, faire passer la même idée en une phrase aurait été beaucoup moins percutant. C'est exactement ce que je lui ai dit. Mais à votre place, je l'aurais lu d'abord, ne serait-ce que par curiosité. Non, c'est pas nécessaire. Vous dites à cet histrion que je n'accepte pas les ultimatums. En effet, c'est bien de ça qu'il s'agit. Vous êtes très fort. Non, c'est plus simple que ça. C'est l'usage en pareille circonstance. Ah bon, c'est l'usage, je savais pas. L'attitude de Nordling, et donc le jeu d'André Dussolier, est fondamentale dans ce petit échange. Puisque s'il n'était pas aussi calme, et n'avait pas son petit sourire en coin, le texte pourrait avoir un tout autre sens. On pourrait penser qu'il est sur le point d'abandonner. Et vous devez de refuser, c'est aussi l'usage, j'imagine. Non, moi ce sont les ordres et je n'ai jamais discuté un ordre. Évidemment. Vous ne seriez pas général, sinon. Avec cette réplique, le consul indique implicitement ce qu'il pense de son interlocuteur, à savoir qu'un général, c'est quelqu'un qui obéit aux ordres avant tout sans chercher à les questionner, ce qui permet d'aborder l'un des thèmes du film, l'obéissance aveugle. Cette phrase permet de passer d'un dialogue sur l'action à un dialogue sur la nature. Le dialogue sur l'action, c'est celui qui est à propos de l'intrigue du film, et qui fait donc avancer l'histoire. Sauf que là, on se met à parler du personnage, en l'occurrence de Coltitz. C'est donc un dialogue sur la nature. Les personnages ne parlent plus de ce qu'il se passe, mais ils se mettent à parler d'eux-mêmes, de ce qu'ils sont au fond d'eux. La fin du dialogue prend donc beaucoup plus de dimensions, puisqu'elle développe le débat moral du film. Mais si un ordre est aberrant... Je n'ai jamais reçu d'ordre aberrant. Jamais. Jamais. On sait que Coltitz incorpore dans sa réponse l'ordre de détruire Paris qu'il a reçu plus tôt. Et la répétition du mot « jamais » marche particulièrement bien pour marquer un moment fort, et surtout pour appuyer la détermination du général. Le dialogue continue de développer les thématiques et le propos du film. En prenant en compte qu'on est au tiers du long métrage, il s'agit simplement de poser les bases du débat qui va se développer par la suite. Où la loyauté doit-elle s'arrêter? En plus de ça, on comprend que le consul est loin d'avoir convaincu Coltitz, puisqu'à aucun moment le champ contre champ ne l'a montré en position dominante. Même si le général est physiquement en dessous de lui, il n'y a pas d'opposition plongée contre plongée dans le cadre, qui indiquerait quel personnage domine l'autre.
Nandling est donc poussé à faire ce qu'il n'a jamais fait jusqu'ici, dévoiler ses arguments de manière plus frontale, ce qui est beaucoup plus risqué. Écoutez, vous ne pouvez pas défendre Paris avec 2000 hommes, c'est impossible, vous le savez bien. Le général Leclerc vous fait une offre, il vous garantit une reddition honorable pour vous, pour l'Allemagne. Il ne pose que 2 conditions en échange. 1, que vous vous rendiez sans combattre. 2, que vous lui remettiez Paris comme vous l'avez trouvé, c'est-à-dire intact, rien de plus. Réfléchissez, général. Débat terminé, monsieur le consul. Ce que cette scène démontre, c'est qu'un dialogue ne doit pas être seulement bien écrit, mais également bien mis en scène. Tout d'abord, la qualité de l'écriture ne serait rien sans le travail de direction d'acteur et les performances de Dussolier et Arestup. Le montage favorise leur jeu d'ailleurs, puisqu'il se veut assez lent, et ne recherche pas la coupe rapide au milieu d'une phrase, laissant chaque réplique s'installer dans la durée. Chacune de leurs expressions devient signifiante et charge le dialogue de sens. Mais l'écriture a également un grand rôle à jouer, puisqu'on remarque une véritable profondeur dans le dialogue. Il fait avancer l'histoire tout en développant les différentes thématiques du film. Bien souvent, on trouve un intérêt dans ce genre de scène quand les personnages s'échangent des punchlines marquantes. Par exemple, Michel Audiard, que l'on considère comme l'un des meilleurs dialoguistes français, écrivait certains dialogues uniquement pour y incorporer une réplique en particulier qu'il avait inventée ou entendue auparavant. Il est remarquable de constater que les scénaristes de Diplomatie n'aient pas eu trop recours aux punchlines pour fabriquer un dialogue fort. La subtilité et le flot du débat viennent s'ajouter au suspense de la situation, ce qui rend le tout très captivant. Les dialogues remplissent une fonction assez spéciale dans un art aussi visuel que le cinéma. Un peu comme la musique, les scénaristes doivent faire preuve d'une certaine subtilité, pour que le film n'ait pas à se reposer que sur les dialogues. Et parfois, on peut même s'en passer, mais lorsque l'on doit développer des idées complexes, ils deviennent indispensables. Vous savez ce que nous faisons aux hommes comme vous, monsieur Nandling? Je crois qu'on les décore. Oui, parfois, oui. À titre posthume. Le montage favorise leur jeu d'ailleurs. Leur jeu d'ailleurs. Non mais non, mais... On dirait une émission. Jeu d'ailleurs, jeu d'ici, jeu d'ailleurs, ouais. Alors on va voir comment les gens jouent au Mexique, ah, putain. Jeu d'ici, jeu d'ailleurs. Oh merde, putain. Putain. Allez, on enchaîne. Oh merde.